Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Data Grand Est. Donc, je suis Guillaume Ricklin, chef de projet à la région Grand Est et en charge notamment de la coordination du partenariat Data Grand Est. Je suis accompagné par nos intervenants qui se présenteront d'ici quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adresse et du processus d'adressage. Donc, les grands sujets qu'on va aborder, c'est tout d'abord BAN, base de données adresse nationale, BAL, base de données adresse locale. De quoi on parle exactement? On va évoquer aussi au cours de ce webinaire le cadre réglementaire. On parlera également de la place des acteurs qui jouent un rôle sur l'adresse au niveau local, au niveau national et de l'organisation finalement de ces acteurs, de leur interaction sur la question de l'adresse. Et on verra également un cas concret avec le retour d'expérience d'un EPCI sur finalement le processus adresse et l'accompagnement apporté aux communes du territoire. Donc, au niveau du programme, on aura 3 interventions. La première intervention de Olivier qui nous présentera la base de données adresse nationale. Ensuite, on aura une intervention de Jules sur le programme base de données adresse locale. Et ensuite, le témoignage de Kevin sur la Comcom de la région de Molsheim-Mutzig. Donc, je vais peut-être laisser Olivier, Jules et Kevin se présenter très rapidement, sachant qu'ils auront l'occasion aussi de le faire au moment de leur présentation. Olivier? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Delteil. Je travaille pour la direction interministérielle du numérique, qui est un des 3 acteurs qui pilotent aujourd'hui le programme BAL-BAN. Une de mes missions est notamment de faciliter l'utilisation de la base adresse nationale et d'animer également le principe du dites-le-nous une fois, qu'on évoquera, je pense, par la suite. Je passe la parole à Jules. Bonjour à tous, du coup moi c'est Jules, je travaille pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires et je suis dans la même équipe d'Olivier du coup et plutôt du côté commune du coup pour faire de l'accompagnement, présenter les différents outils et puis faire un peu de communication sur tout ce que sont les bases adresses locales et comment partager ces adresses dans la base adresse nationale. Et je passe la parole à Kevin du coup. Ouais, merci. Bonjour à tous. Alors, Kevin Dabert, responsable SIG de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig. Et côté client, du coup, plutôt l'utilisation côté commune des outils qui seront présentés par Jules et par Olivier et l'accompagnement de la communauté de communes, des communes membres. Voilà, c'est le programme de mon intervention. Très bien. Merci à tous les 3 pour votre présence et pour votre participation. Je vais passer aussi la parole à Eric, finalement, qui est un des bras armés de Data Grand Est et qui va aussi intervenir sur ce webinaire. Eric Tudy de Réal Grand Est, Data Grand Est. Donc moi, je serai là pour relayer vos questions. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions. Voilà. Et puis, je souligne aussi la présence de Bruno, qui n'est pas sur scène, mais qui va aussi scruter le chat pour essayer de participer pour répondre à vos questions. Bruno Irache, qui fait partie du groupement Realia, qui nous a aidé à organiser ce webinaire et qui nous accompagne sur la partie animation de Data Grand Est avec le groupement Realia. Donc, avant de commencer, quelques recommandations. Comme le disait Eric, la première, c'est d'utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Évitez d'utiliser l'onglet chat pour poser les questions parce qu'après, c'est très difficile pour nous de nous y retrouver. Par contre, le chat, comme son nom l'indique, c'est pour discuter. Si vous avez des discussions entre vous, n'hésitez pas à échanger. Et autre information, donc comme tous les webinaires Data Grand Est, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube et également en lien direct sur le site internet pour ceux qui n'ont pas accès à YouTube. Avant de commencer, pour que tout soit dit dès le départ, donc je vous indique tout de suite le prochain rendez-vous, jeudi 2 mars à 11 h
comme tous les premiers jeudis du mois. Et donc, le sujet, ça sera sur les données sociales et économiques avec un zoom sur le site des statistiques locales de l'INSEE et l'Observatoire des territoires de l'ANCT. Voilà. Et donc, vous avez également les dates à retenir pour les prochains webinaires et le programme sur Data Grand Est pour pour avoir des informations plus détaillées sur les webinaires de chaque date. Donc voilà, donc tout ceci étant dit, je vous propose de passer à la première présentation, celle d'Olivier. Et je vais partager son support et je lui laisse la parole. Donc, voilà. Parfait, Olivier, merci beaucoup. Merci. Écoutez, je vous propose de vous présenter en quelques slides de ce qu'est aujourd'hui le programme BAN. Comme vous le voyez en haut de l'écran et comme je le disais en introduction, aujourd'hui, ce programme il est animé par 3 acteurs publics. La direction interministérielle du numérique, l'Agence nationale de cohésion des territoires et l'IGN. Bon, je vous rappellerai par la suite plus précisément le rôle de chacun de ces acteurs dans le cadre du programme. La BAN, avant tout, c'est une mission avec comme objectif de mettre en place la base officielle de référence des adresses en France sur l'ensemble du territoire, avec un double objectif, qu'elle soit bien entendu de la meilleure qualité qui soit, qu'elle soit exhaustive, actualisée et qu'elle soit surtout aussi utilisée par les différents acteurs publics ou privés. En termes d'impact, et je pense que ça, c'est dans le cadre du programme BAL, je vous l'expliquerai plus en détail tout à l'heure. L'objectif est bien entendu de couvrir les 35 000 communes. Et puis, comme je le disais à l'instant, d'être utilisé par le maximum d'acteurs sur l'ensemble du territoire également. Juste une petite mise en perspective, on va dire, sur aujourd'hui comment cette base d'adresses est constituée. Elle a été initialement constituée par un agrégat, un ensemble de bases de données qui provenaient de différents acteurs, souvent publics, qui apportaient leur propre base dans cette base centralisée. Et qui, jusqu'à présent, arrivaient avec leur propre référentiel et leur propre modèle de données, ce qui souvent était difficile en matière d'appariement ensuite pour pouvoir aligner et harmoniser l'ensemble de ces données. Un élément réglementaire, notamment, et puis ensuite le fait que l'ensemble des acteurs a bien compris que la responsabilité et que aussi pour des raisons de simplicité, il était beaucoup plus intéressant que ce soit directement un seul acteur et le premier concerné, à savoir la commune, qui alimente cette base. Et cela a été d'ailleurs qualifié davantage à travers une démarche réglementaire, puisque la loi 3DS de février de l'année dernière, d'il y a un an à peu près, a très clairement spécifié que c'était le rôle de la commune et seulement la commune de pouvoir créer et modifier l'adresse sur son territoire. Donc aujourd'hui, on a toujours bien entendu cet historique de base sur certaines zones. Et puis pour les communes qui ont déjà réalisé une base d'adresse locale, elles viennent bien entendu automatiquement qualifier cette base d'adresse nationale. Concrètement, en termes de circuit d'alimentation de la donnée, comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, on a bien entendu les communes qui aujourd'hui ont à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir créer leur base d'adresse locale sur leur territoire. Ces bases d'adresse locales vont naturellement et automatiquement alimenter une base d'adresse nationale. Et ensuite, depuis cette base d'adresse nationale, nous avons, dans le cadre du programme, il y a un certain nombre d'outils pour que ces données soient facilement utilisées et exploitées.
par différents acteurs dont vous voyez là à peu près la typologie des 5 principaux acteurs aujourd'hui qui l'utilisent, en tout cas sur lesquels on souhaite que l'utilisation soit maximale. Bien entendu, en premier lieu, les administrations, les services publics, les acteurs de la livraison, les acteurs du secours, j'entends par là ce qui va être les services de SAMU, pompiers, police, les acteurs de réseau, que ce soit les réseaux d'énergie, d'eau, télécom, et puis enfin les acteurs du GPS, les acteurs de la navigation. Voilà, tous ces acteurs aujourd'hui, à des niveaux divers, en fonction de l'écosystème qui est plus ou moins large, sont déjà pour certains déjà utilisateurs de la BAN, d'autres sont en train d'y venir. Dernier élément extrêmement important, c'est un des chantiers que nous avons, que le programme a pour 2023, c'est de mettre en place, parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas pour un certain nombre d'utilisateurs, et puis également pour un certain nombre de collectivités, c'était un élément important, nous allons mettre en place un outil de signalement qui va permettre justement lorsque un utilisateur constate une différence ou une potentielle anomalie sur des données qu'il traite, de pouvoir envoyer l'information directement au premier concerné, à savoir la commune ou la collectivité qui est en capacité de créer ou modifier l'adresse. Juste un bref point, mais je pense qu'on y reviendra sur le cadre réglementaire. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a la loi 3DS donc, qui est apparue l'année dernière au mois de février, qui a très clairement stipulé qu'à des fins de simplification, la commune était en charge de la création et de la modification d'adresse. C'est en train d'être détaillé dans un décret qui devrait sortir ce mois-ci, enfin être présenté, pardon, ce mois-ci ou le mois suivant au Conseil d'État. Et qui devrait donc entériner non seulement le rôle de la commune dans le détail, et également entériner le principe du dites-le-nous une fois, qui permet donc à la commune de ne plus avoir à répondre aux sollicitations de divers acteurs publics ou privés qui lui demandaient jusqu'à présent de pouvoir communiquer ses créations, modifications d'adresse. Elle n'a plus à le faire qu'à travers les outils mis à disposition par le programme BAN, et ensuite à charge aux utilisateurs d'aller directement sourcer la BAN. C'est vraiment le point le plus important un des points les plus importants du décret d'application. Donc vraiment, les communes sont vraiment au centre du dispositif. Et comme je vous disais, à travers la feuille de route qui est entamée cette année, nous avons 2 sujets principaux. La mise en place d'un identifiant unique afin de pouvoir faciliter l'interconnexion de la BAN avec d'autres référentiels de données. Et le deuxième point, c'est les outils de signalement. Juste à titre d'exemple, quelques utilisateurs. Si vous allez aujourd'hui sur le site adresse.data.gouv, quelques utilisateurs sont présentés. Ce n'est pas du tout l'exhaustivité, bien entendu, mais en tout cas, ça donne également une photo des quelques utilisateurs qui étaient présentés tout à l'heure sur la slide sur le cycle de vie de la donnée. En termes de typologie d'acteurs, c'est varié, c'est très, très varié. Sachant que ces acteurs aujourd'hui ont principalement 2 moyens aujourd'hui d'utiliser la donnée, soit de récupérer directement des fichiers, soit d'utiliser les API que nous avons mis à leur disposition. Voilà, alors c'est en synthèse par rapport à ce que j'évoquais à présent, juste avant sur la loi 3DS, sur le rôle central de la commune, bien entendu, et sur la couverture totale du territoire, et le rappel du principe du dites-le-nous une fois. Voilà, quelques ressources, mais ça, vous l'aurez dans le document. J'espère que je n'ai pas été trop long. Écoutez, à votre disposition pour répondre aux questions, avant de laisser la parole à Jules.
Voilà, nous avons déjà eu plusieurs questions. Alors, des réponses ont été apportées, mais je vais quand même les poser. Merci, Eric. Pour que tout le monde en profite. Donc, première question, la BAN est-elle toujours fournie avec les données de la BD Topo? C'était encore le cas à l'été 2022. Les adresses n'apparaissent plus dans la livraison de la BD Topo de l'IGN en janvier 2023. Alors, la BAN devient la base de référence donc, de l'adresse. Donc, la BD Topo de l'IGN vient fusionner avec les données de la BAN. Hein. Donc, il n'y a pas de perte de données pour autant dans ce transfert. Alors, je rappelle une chose, peut-être l'IGN, le rôle de l'IGN a également changé par décret au début de l'année dernière. Hein. Toutes les données fournies par l'IGN sont des données, des données ouvertes, open data. Donc, ce qui rentre tout à fait dans ce cadre d'alignement des données à l'échelle nationale, à tel point que l'IGN a même créé l'année dernière, au-delà d'un observatoire, un incubateur sur les communs numériques, et notamment sur les communs numériques géographiques, dont la BAN fait partie. Merci. Deuxième question, quelle est la définition technique actuelle d'une adresse? Quelle est la structure et les formats retenus pour la BAN? Alors, le socle du format de données BAN, c'est bien entendu le format de données BAL, de base adresse locale, puisque c'est le format qu'utilise chaque commune lorsqu'elle vient renseigner une adresse sur son territoire. Ce format, il a été créé et exposé par l'AITF il y a quelques années de cela. C'est toujours le format utilisé. On est en train de travailler par contre à exposer de manière beaucoup plus claire, parce que ça nous a été demandé par un certain nombre d'utilisateurs, le modèle de données, justement pour que, en termes techniques, chaque champ de la BAN soit très clairement explicité, notamment en termes de limites sur chaque champ. Je ne sais pas, par exemple, la limite de caractères utilisés ou la typologie d'informations qui peuvent rentrer dans chaque champ. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire et qui va très rapidement aboutir, puisque ça fait même l'objet d'un groupe de travail organisé et animé par le CNIGE. Merci. Qui est le Conseil national d'information géographique. Voilà. Merci. Donc, une autre question actuellement, combien de communes ont établi leur BAL? Alors, on a comme réponse 2678. Alors, peut-être préciser un peu la dynamique. Voilà, comment, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Quelles conséquences c'est de ne pas avoir de BAL et quelle est la dynamique en cours? Je montrerai une petite Alors, oui, carte. Jules pourra rentrer dans ce détail-là, mais on n'est pas du tout à 2000. Hein, 10 600. Ah, 10 000, Oui. D'accord. Pardon, j'avais mal entendu. On est en termes de population couverte, on est à peu près à 45% de la population couverte. Donc, pour un programme qui a débuté de ce point de vue-là, Jules, arrête-moi si je me trompe, il y a à peu près 18 mois. C'est à peu près ça. Ouais. Alors, c'est un peu plus vieux, le format BAL est plus ancien. Les premières, en fait, au début, c'est plutôt des grandes villes qui avaient commencé à publier des BAL il y a déjà plusieurs années. Mais le programme BAL en tant que tel, au sein de la NCT, et surtout l'outil Mes Adresses, qui est un peu l'outil phare et tout l'accompagnement qu'on propose, voilà, c'est à peu près 18 mois d'ancienneté. Voilà, il y a une question alors sur un témoignage qui est publié sur datagouv.fr où quelqu'un visiblement prend son vélo pour vérifier les adresses. Et la question, c'est: un élu devrait avoir connaissance des adresses attribuées dans sa commune sans avoir à aller vérifier sur le terrain. Je me trompe? Alors, pardon. Non, vas-y, Olivier. On parle bien de la certification des adresses. Alors, oui, je pense que c'est pour la création de la BAL. Disons qu'il faut que la base adresse locale, comme ça devient la seule source finalement des adresses dans la BAN, bien évidemment, il faut que ce soit conforme avec la réalité du terrain. Tout à fait. Et c'est vrai que dans les faits, en fait, ça dépend beaucoup de la taille de la commune.
et aussi peut-être de l'ancienneté de l'élu sur cette commune. C'est vrai que sur les grosses communes, dans les faits, c'est assez compliqué de connaître vraiment toutes les adresses, quoi. Donc le vélo, pourquoi pas. Après, c'est vrai que les outils qu'on propose avec la vue aérienne, par exemple, permet de voir s'il y a des adresses sans forcément se déplacer sur le terrain. Mais voilà, moi je connais l'exemple de secrétaires de mairie, par exemple, qui travaillent sur plusieurs communes. C'est vrai que du coup, elles n'ont pas une connaissance si fine de toutes les communes, et comme celles qui sont en charge de rentrer les adresses dans la base adresse locale, des fois, elles vont faire des vérifications sur le terrain. Merci. Donc, la question suivante, sous réserve de signature de la charte ad hoc, est-ce qu'un EPCI peut verser des balles dans la banque pour le compte des communes sans validation des communes? Alors, code à saisir envoyé à l'email générique de la commune. Tu veux que je réponde, Valérie? Si le PCI a mandat de la commune, il peut agir pour le compte de la commune. Donc la compétence d'adressage, c'est vraiment celle de la commune. Donc l'idée de la charte, en fait, mais j'en parlerai un petit peu, et aussi des moyens peut-être qu'ont les EPCI pour publier à la place. C'est vrai que finalement, certains EPCI, historiquement, ont déjà un service de SIG qui prenait en charge les adresses. Et donc du coup, dans cette continuité, où ils peuvent adopter aussi une nouvelle dynamique, où ils vont publier pour les communes, nous, ce qu'on recommande, et c'est pour ça que la charte a été mise en place, c'est qu'il y ait une gouvernance qui soit transparente et que finalement, la commune qui est compétente soit au courant qu'il y a bien le PCI qui a pris ça en charge pour elle. Et ça évite notamment des conflits de base adresse locale, sachant que ce sera toujours la commune qui sera prioritaire sur n'importe quelle autre collectivité pour faire remonter ces données. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question avant de continuer. Il y a deux questions qui se ressemblent. En gros, où est posée géographiquement l'adresse, boîte aux lettres, porte d'entrée, au centre du bâtiment, et après, c'est la conséquence pour les réutilisateurs qui n'ont pas les mêmes besoins, livreurs, secours. Alors, si vous voulez, j'en profiterai parce que je vais faire une mini démo. Mais globalement, nous, ce qu'on recommande, c'est une préconisation, c'est de mettre un point entrée au niveau de l'accès à la route, c'est-à-dire sur la séparation public-privé. Sachant que le format base adresse locale et la BAN derrière supportent ce qu'on appelle le multiposition. Donc, en fait, dans le cas où il y a une ambiguïté, par exemple, un bâtiment qui serait très éloigné de la route derrière une colline où on ne sait pas forcément par où accéder, on peut préciser un point entrée et un point bâtiment. Si jamais il y a une boîte aux lettres partagée entre plusieurs voisins, par exemple au milieu de la rue, dans ce cas-là, on peut préciser une position additionnelle qui va être une position de type délivrance postale. Donc l'idée, c'est on met un point à l'entrée et si besoin, on peut rajouter d'autres points pour répondre du coup aux besoins des autres réutilisateurs et lever une ambiguïté, notamment dans l'intervention des secours, par exemple. Okay. Merci. Voilà, vous pouvez continuer à poser vos questions tout au cours du webinaire. On essaiera d'y répondre enfin et sinon vous aurez des réponses par la suite. Donc je rends la parole à Guillaume. Merci Eric et merci pour les réponses apportées. Donc on va passer la parole à Jules. On va lui laisser la parole pour du coup présenter et rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur la BAL, puisqu'on voit que BAN, BAL, c'est très lié et beaucoup de questions finalement étaient déjà sur la BAL. Donc voilà. Et puis, on reviendra sur les questions auxquelles on n'a pas répondu si on a un peu de temps après. Et sinon, dans tous les cas, on reprendra les questions, on y répondra et on joindra un document où on répond, de façon à ce que vous ayez quand même l'ensemble des réponses à ces questions. Voilà, donc je te laisse la main, Jules. Ok. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement, comme ça on a un maximum de temps pour les questions. Mais globalement, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le programme base adresse locale, les outils à disposition et l'accompagnement qu'on propose. Alors, dans un premier temps, les bases adresses locales, aujourd'hui, une question a été posée sur combien étaient publiées. Donc, au niveau de la France, c'est 10 600 bases adresses locales qui sont publiées. Vous voyez plusieurs couleurs sur la carte, là, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, tout ce qui est en bleu, c'est des communes qui vont publier de manière totalement indépendante avec les outils libres qui sont à disposition. Et puis, il y a aussi d'autres manières de publier. En fait, il y a 5 ou 6 manières de verser une balle dans la base adresse nationale. Et donc, on voit sur ces grosses taches violettes, par exemple, c'est souvent les EPCI, le département, même en Savoie, c'est la région qui publie pour toute la région, donc le département Savoie-Haute-Savoie. Donc voilà, il y a plein de manières de faire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'état des lieux. Sur le Grand Est, on est à 850 communes qui ont déjà une balle publiée.
Donc finalement, la dynamique est bien engagée, même avant la sortie des décrets de la loi 3DS. Je vous ai mis des liens un petit peu sur toutes les pages. Donc ici, vous pouvez aller regarder le tableau de bord du déploiement si vous voulez zoomer un petit peu et avoir plus de précision. Et dans un premier temps, je vais vous montrer du coup l'outil qui est mis à disposition des communes. Donc c'est pour toutes les communes qui n'auraient pas forcément le département ou le PCI qui met à disposition son propre outil ou son propre accompagnement. Il y a un outil qui est l'éditeur national. C'est un outil qui est l'éditeur libre et gratuit. En général, les prestataires aussi chez lesquels vous allez passer utiliseront cet outil en arrière-plan et viendront vous voir au moment de la publication. Alors là, j'ai mis un bouton aussi, il suffit juste de cliquer dessus si vous avez la présentation après. Ça vous envoie du coup sur un outil qui est l'outil qui s'appelle Mes adresses. Et là, en fait, vous allez remplir un formulaire avec 3 informations. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre le nom de la commune. Donc là, je vais choisir Turckheim. Ça va vous donner un nom automatiquement. Il y a une petite case qui dit on prend déjà les adresses qui sont présentes dans la banne. Donc en fait, vous ne partez pas de zéro. Vous partez de l'assemblage dont parlait Olivier, donc avec les adresses du cadastre, de l'ARCEP, etc. Vous allez rentrer une adresse mail. Donc ici, hop, je vais mettre la mienne, hop, juste pour la démo. Et ensuite, vous créez la base adresse locale. Donc, au moment où vous créez la base adresse locale, vous avez un petit panneau de bienvenue avec des vidéos tutoriels que vous pouvez suivre. Mais globalement, c'est une carte interactive. Vous allez pouvoir venir zoomer sur la carte. Pourquoi pas passer en photographie aérienne pour avoir plus de précision. Et puis, vous allez pouvoir du coup renseigner les adresses. Donc ici, je vais donner un exemple un peu fictif, mais je vais aller sur la route de Niedermorschwihr. Et par exemple, entre le 1 et le 3, peut-être qu'il y a une nouvelle maison qui a été construite. Et pour refléter finalement cette nouvelle maison, on va pouvoir créer du coup une nouvelle adresse, lui donner un numéro. Donc là, je vais par exemple mettre le numéro 1 bis. Donc là, c'est en position de type entrée. Je vous montre juste, j'avais pas prévu de le montrer, mais comme on a une question sur le multiposition, là, j'ai rajouté du coup un deuxième point, donc une deuxième position. Et je vais pouvoir mettre par exemple bâtiment. Et enfin, je vais certifier enregistrer. Donc là, j'ai saisi mes adresses. Et après, pour que ça remonte dans la base adresse nationale, on vient cliquer ici sur publier. On reçoit un code sur le mail officiel de la mairie. Donc là, c'est mairie@turckheim.fr. Donc vous avez vu, il n'y a pas de création de compte. Il n'y a pas besoin de vérifier des emails, etc. Nous, on se sert de l'annuaire du service public. Et une fois que vous avez passé l'habilitation, tout ce qui sera sur la carte sera en temps réel synchronisé sur la base adresse nationale. Du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir, en quelques heures, si jamais vous êtes contacté par un administré parce qu'il a des problèmes dans ses démarches, par exemple avec la NTS pour les passeports, les cartes grises, vous pouvez du coup créer votre base adresse locale rapidement, éditer les adresses et puis publier de manière assez simple. Voilà. Donc ça, c'est l'éditeur national, mais il y a d'autres manières de publier. Finalement, la base adresse locale, c'est un fichier texte avec à chaque ligne une adresse. Une adresse, elle va avoir globalement un nom de voie, un lieu-dit, un numéro et puis des coordonnées géographiques. Et donc, si vous êtes en capacité de produire ce fichier vous-même, vous pouvez le déposer sur DataGouv. Vous pouvez utiliser le formulaire de publication. Encore une fois, là, il y a des liens, donc vous pouvez venir cliquer pour aller directement sur les outils. Et on a mis à disposition aussi un validateur BAL, où vous pouvez lui proposer votre fichier, et puis il va vous dire si jamais le fichier est conforme au format. Du coup, le programme BAL, en quelques mots, nous, ce qu'on propose, du coup, c'est bien l'outil Mes adresses. Mais on propose aussi des webinaires. Tous les jeudis après-midi, on fait des webinaires où on présente l'outil. Il y en a un cet après-midi, vous pouvez y participer. Ici, vous avez le lien vers la page pour vous inscrire. Il y a des tutoriels vidéo, de la documentation, un guide pour l'outil Mes adresses, une FAQ. On a aussi une adresse de support, donc que je mettrai à la fin de la présentation. Et puis des témoignages, un blog, comme vous avez vu. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces ressources-là. Juste pour parler rapidement, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les collectivités qui sont avec nous. Et je laisserai Kevin parler un peu plus du sujet. Mais globalement, il y a une charte aussi. La charte, elle s'adresse aux communes qui ont envie d'être motrices sur leur territoire. Elle s'adresse aussi aux EPCI, aux collectivités, ça peut être le département aussi, ou les agences techniques départementales, qui finalement peuvent se placer en chef de file ou en partenaire pour accompagner les communes de leur périmètre.
Et on leur propose d'autres outils pour publier aussi qui sont un peu plus adaptés à faire de la publication pour plein de communes différentes. Il y a une API de dépôt, il y a du moissonnage sur les portails open data. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous voulez accompagner les communes sur votre périmètre. Donc il y a plusieurs rôles possibles, hein. Ça peut aller de la formation tout simplement des agents, ça peut être juste de l'accompagnement technique où vous pouvez carrément réaliser les bases adresses locales, mettre à disposition des outils. Il y a plein de territoires où ils ont leur propre outil, il n'y a aucune obligation de passer par l'outil Mes Adresses. Il est là pour les communes qui n'ont pas accès à d'autres choses, mais si vous avez déjà un outil sur le territoire, il peut facilement être intégré grâce à l'API de dépôt à la base adresse nationale. Et voilà, du coup, juste pour terminer, pour remercier Data Grand Est pour l'invitation. Et je vous mets aussi l'adresse de support. Donc, on est disponible dessus pour répondre à toutes vos questions, pour voir avec vous les problèmes aussi, quand vous en rencontrez. Donc, n'hésitez pas du coup à nous contacter sur cette adresse aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jules, pour cette présentation rapide, efficace. Je pense oui, que voilà. Le ton était un peu rapide. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Oui, bah après, on va revenir. Les gens poseront des questions si jamais il y a des choses qui sont allées trop vite, et puis ils auront la possibilité aussi du replay. Si jamais voilà, ils veulent revoir les choses, les prendre plus posément. Tu as donné beaucoup de liens aussi vers de la documentation, des ressources, des tutoriels et autres. Donc voilà, et puis de l'information. Donc chacun va pouvoir découvrir tout ça à son rythme. Et je pense que de toute façon, voilà, sans aller trop loin, je pense que de toute façon, au niveau de la NCT, de la DINUM, de l'hygiène, j'ai bien compris que vous travaillez vraiment de façon partenariale et que vous étiez à disposition des acteurs qui le souhaitent pour répondre aux questions. On est dans une équipe tripartite finalement. Je travaille avec Olivier qui est de la DINUM, mais on a aussi des collègues de l'hygiène dans la même équipe. Exactement. Alors, Eric, je te laisse la main pour les questions. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles questions ou s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure et qui pourraient être abordées maintenant. Quelques nouvelles questions. Donc, la première question concerne les modifications. Est-il possible de modifier une adresse lors de la création de la BAL lorsqu'il y a eu une erreur de saisie dans la dénomination de rue? Oui, alors tout à fait. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pourquoi la commune est mise au centre de l'adressage. C'est que finalement, ces grandes bases de données monolithiques, qui sont celles du cadastre de la DGFIP, qui étaient celles de la BD Topo de l'hygiène, etc., elles sont très dures à mettre à jour et elles comportent des erreurs. Donc là, j'ai montré au moment où on a créé la base adresse locale, on avait déjà plein d'adresses qui étaient présentes. Il est complètement possible, voire très probable, qu'il y ait des erreurs. Ça peut être des accents qui manquent, ça peut être des routes qui ont de mauvais noms. Là, si je prends la route de Nieder-Nordschwihr, par exemple, si je voulais changer le nom, en fait, c'était pas route, c'était ruelle. Hop, bon, je dis n'importe quoi avec cette route, mais c'est juste un exemple fictif. Je peux le changer, du coup, le libeller, enregistrer. Et puis là, si jamais ma base adresse locale, elle est publiée, finalement, cette modification que je viens de faire, elle va remonter en quelques heures dans la base adresse nationale et ce sera mis à jour sur l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés à la BAN. Donc, au niveau de Amélie, Pôle emploi, la NTS, ou etc., tous les réutilisateurs, ils vont avoir cette modification aussi chez eux. Voilà. Donc ça, il est tout à fait possible. Et même si on a déjà publié la BAL, on peut toujours revenir parce que c'est pas impossible qu'il y ait des erreurs qui soient glissées. Donc voilà, faut rectifier les choses petit à petit. Et c'est tout à fait possible. Merci. Autre question, donc un souhait d'élargir l'état du déploiement en ajoutant les départements d'outre-mer. Alors, c'est déjà le cas, c'est juste qu'en fait, Alors, par exemple, la Guadeloupe, si je ne me trompe pas, c'est 974, quelque chose comme ça. Je vais pas prendre le risque, mais en fait, si vous vous déplacez sur la carte, bon, faut un peu traverser, faut un peu traverser la planète, mais vous allez avoir du coup la Réunion, vous allez avoir la Nouvelle-Calédonie, vous allez avoir tous les DOM. Ça, c'était une demande qui est venue très tôt finalement, et tous les DOM aujourd'hui sont couverts normalement. Mis à part peut-être les îles Kerguelen ou quelque chose comme ça. Mais Saint-Barth, enfin voilà, il y a plein de... Tous les DOM sont là, normalement. Merci. Une question sur la méthode de numérotation. La numérotation métrique n'est-elle pas dorénavant préconisée pour la mise en œuvre de nouvelles adresses liées à des divisions de terrain, par exemple? Alors, c'est vraiment la commune, finalement, qui est libre de numéroter avec la manière qui est la plus cohérente pour son territoire.
Globalement, la numérotation métrique, elle va avoir un intérêt sur des espaces sur des espaces assez ruraux, où il y a beaucoup de distance entre les maisons. J'ai donné un exemple tout à l'heure où entre le 1 et le 3, je mettais un 1 bis. Mais finalement, si vous avez peut-être 3 km entre le 1 et le 3 et qu'il y a 10 nouvelles maisons qui se construisent, finalement, vous allez arriver au bout des bis, des terres, des quaters et des quinquises, et peut-être aussi de l'alphabet ABCD, FGH. Donc, dans ce cas-là, la numérotation métrique, finalement, elle vous apporte une flexibilité parce qu'il y aura toujours un métrage de disponible, à part si on a des maisons qui font moins d'1 mètre, mais c'est relativement rare. Et par ailleurs, il y a aussi le système hybride qui existe, c'est-à-dire que dans le bourg historique, on garde la numérotation 1, 3, 5, et puis dès qu'on passe sur un espace plus espacé, on peut pivoter sur de la numérotation métrique. Alors, j'ai pas envie de prendre trop de temps là-dessus, mais on peut du coup sur l'outil, et c'est pour ça qu'on fait les webinaires aussi. Alors là, je vais vous le montrer vraiment en mode accéléré. On peut tracer la voie, finir le tracé. C'est juste un outil qui évite d'aller sur le terrain du coup. Alors là, j'ai pas du tout suivi la courbe, hein, donc, mais globalement, quand vous allez poser un nouveau numéro, vous allez avoir un numéro suggéré, et finalement, ce numéro suggéré, ça va être la distance en mètres depuis le début de la voie. Donc, ça peut vous aider justement, vous économiser le fait de passer avec la roulette sur le terrain. Si jamais vous n'êtes pas sur des régions extrêmement montagneuses où il y a énormément de dénivelé, même s'il y a un peu de dénivelé, c'est assez précis. Voilà. Donc, vous pouvez faire de la numérotation métrique. Ici, ça vous donne un numéro suggéré. Vous pouvez le prendre, l'arrondir, le mettre en paire impair. C'est juste une suggestion et c'est juste pour vous faire gagner du temps. Sur la numérotation métrique, si jamais les délibérations et les arrêtés de numérotation ne sont pas sortis. Voilà. Donc, c'est facultatif et c'est juste un outil d'aide à la saisie. Merci. Nous avons ensuite 2 questions qui sont plutôt techniques, hein, donc voilà, qui parlent peut-être pas à tout le monde, mais qui vous parleront certainement. La première, c'est comment créer une nouvelle rue et une adresse, sachant que ce n'est pas le code Rivoli de la rue après délibération du conseil municipal. Donc, vous pouvez déjà nous dire ce que c'est le code Rivoli de la rue? Donc, le code Rivoli, c'est un code qui est attribué par la DGFiP. Si je me trompe pas, si vous êtes plus technique que moi, n'hésitez pas. Du coup, ce code Rivoli, il va venir suite à la communication des adresses à la DGFiP. Et ben, il va y avoir un code Rivoli associé à cette voie. Ce qu'il faut savoir, que c'est dans le format base adresse locale. Il faut un code Rivoli en fait pour la clé d'interopérabilité. Donc, c'est l'identifiant unique aujourd'hui de l'adresse. Mais en fait, à défaut d'avoir un code Rivoli, et aujourd'hui la DGFiP a du mal à suivre l'énorme création de voies qui est liée, par exemple, à toutes les nouvelles résidences, lotissements, etc. En fait, c'est remplacé par un XXXXX et ça marche très bien. Donc, c'est temporaire, mais globalement, c'est très rare les cas où vous avez besoin d'associer vous-même le code Rivoli à la voie pour la clé d'interopérabilité, sachant qu'au moment de l'import dans la banne de votre fichier base adresse locale, le code Rivoli est associé automatiquement sur un rapprochement géographique à partir de la voie. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas besoin de gérer ça, globalement. Et si jamais vous voulez quand même le gérer, n'hésitez pas à nous écrire sur le support et on verra ça en détail. Merci. Encore une question très technique. Nous avons des points d'adresse issus du guichet d'adresse. Ils sont certifiés mais non issus de BAL et apparaissent en vert dans l'explorateur. BAL, okay. Bizarre. Point d'interrogation. Ouais. Alors, ça c'est un peu une bizarrerie pour l'instant, si vous voulez. Je vais aller sur la commune de Lacanau, que je connais bien comme exemple. C'est un peu une bizarrerie de l'affichage. Donc, globalement, ça, c'est l'explorateur de la banne. Hein. C'est là où on voit les données de la banne en temps réel. On a des points rouges qui sont des points non certifiés, qui sont normalement des points qui ne proviennent pas de base adresse locale. Et on a des points verts qui sont des points certifiés. Globalement, le guichet adresse, à un moment donné, et dans notre rapprochement avec l'IGN, on a considéré que finalement, ce qui venait du guichet adresse, ça venait des projets d'adressage qui avaient été réalisés par les communes mêmes. Et donc, c'était des points certifiés. Moi, ce que je vous conseille, c'est si jamais vous avez certains points verts comme ça et certains points rouges et que vous savez que historiquement la commune est passée par le guichet adresse, n'hésitez pas non plus à nous contacter sur le support pour qu'on retrouve le guichet adresse tout seul, sans l'appareillage qui a été fait. Parce qu'en fait, ici, donc, on a les sources guichet en violet et puis on va avoir les sources opérateurs très haut débit et cadastre en bleu. Donc, si jamais vous voulez retrouver votre guichet adresse pur qui contenait toutes les adresses toutes jolies, sans doublons, n'hésitez pas à nous contacter sur le support et on contacte les collègues de l'IGN du coup et on vous ressort les données. Voilà. Mais une fois que vous publiez la balle, de toute façon, cette espèce de mélange étrange disparaît totalement vu que la balle devient la seule et unique source d'adresse pour la base adresse nationale. Voilà.
Merci. Donc, il n'y a plus de questions, mais je vais poser une question sur le. Tu as parlé d'un webinaire. Tu peux nous rappeler dans quel cadre, à quelle heure c'est, et nous mettre le lien, comme ça, voilà, ceux qui veulent continuer la journée sur les adresses pourront le faire facilement. Ok. Donc, alors, le lien, il est à la fois dans la présentation ici. Hop, j'ai mis le lien vers la page d'inscription. Mais si vous êtes du coup sur. Peut-être le mettre à ce moment-là dans les questions, ou enfin dans le chat. Ah oui, je vais le mettre en récupérer. réponse. Ouais. Et après, du coup, je vais le faire en même temps. Si vous allez sur la page, alors attendez, je suis allé un peu vite. Si vous allez sur la page principale de adresse.data.gouv.fr, donc ça, c'est vraiment le site national des adresses, et que vous descendez, vous allez avoir une partie événements ici. Et donc là, il y a un bouton pour aller sur la page des événements. Et donc là, vous avez les différentes sessions. Donc, on fait des webinaires. En gros, je débute sur mes adresses. Ça, c'est vraiment si vous voulez vous lancer dans la démarche. Alors, c'est ouvert à tout le monde, mais surtout aux communes. On priorise toujours, nous, le contact avec les communes. Voilà, c'est vraiment l'adresse des communes. Mais si vous êtes curieux de l'outil, vous pouvez y participer aussi. Si vous êtes un EPCI qui va faire plus tard de la formation aux communes, n'hésitez pas à participer. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on présente l'outil Mes adresses. Donc, c'est l'outil que je viens de présenter ici. Là, je l'ai fait de manière hyper expéditive. Donc, c'était pas vraiment pour reproduire juste après. Mais là, on prend le temps, du coup, d'aller dans le détail. Finalement, l'outil est assez simple. Il fait que rajouter des adresses sur une carte. Et puis, on fait aussi des webinaires du type « Je veux améliorer ma balle ». Alors là, c'est plutôt si vous avez déjà mis, entre guillemets, les mains dans le cambouis et que vous rencontrez des problèmes ou peut-être que voilà, vous avez des cas spécifiques, des choses sur lesquelles vous avez envie d'échanger. Mais voilà, c'est un espace où on passe plus de temps à échanger, du coup. Voilà. Est-ce que les replays à ces webinaires sont-ils disponibles? Alors, du coup, quand vous allez remplir le formulaire d'inscription, alors je vous montre juste, vous cliquez ici, vous faites s'inscrire à l'événement. Et puis là, alors désolé, mon navigateur est toujours en noir, donc vous l'aurez en blanc tout beau. Mais globalement, vous avez un formulaire sur lequel on demande si jamais vous voulez vous opposer à la rediffusion. Donc, si jamais quelqu'un s'est opposé à la rediffusion, ils ne seront pas diffusés. Et après, sinon, ils sont diffusés pour les participants. Donc, la raison, c'est qu'en fait, dans la rediffusion, il y a les noms et potentiellement la voix des gens qui ont participé. Donc, pour des raisons de protection des données personnelles, voilà, on s'assure que tout le monde est bien d'accord pour cette rediffusion. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement le rediffuser. Voilà. Merci. Alors, je pose une dernière question avant de passer à la suite de la présentation. Je suis un citoyen, je constate qu'une adresse est mal positionnée. En pratique, comment je peux faire pour changer les choses? Alors, donc peut-être que la première étape, c'est d'aller sur l'explorateur de la base adresse nationale. Donc là, je vais reprendre Turkheim comme exemple. Et en fait, vous pouvez contacter, comme c'est la commune en fait qui a la compétence des adresses, vous pouvez directement contacter la mairie, par message ou directement en allant à la mairie, etc. Vous pouvez aussi nous mettre dans la boucle avec l'adresse de support. Et en gros, nous, on va accompagner la mairie pour qu'elle prenne la main sur ces adresses. C'est-à-dire que comme c'est un dispositif qui est assez récent, finalement, toutes les communes ne sont pas encore au courant des tenants et des aboutissants, etc. Donc, en fait, voilà, il ne faut pas hésiter à nous mettre dans la boucle. Comme ça, si la commune elle a aussi besoin d'accompagnement pour la saisie des adresses, faire remonter les adresses dans la banne, etc., voilà, nous, on est là pour les accompagner. Ok, on va donc continuer. Merci. Donc, oui. Du coup, vous pouvez continuer à poser des questions qui seront encore traitées après le troisième intervenant. Donc, je repasse la parole à Guillaume. Merci Eric, et puis merci pour les réponses aux questions. Donc, sans tarder, comme le temps tourne et que voilà, on a un retour d'expérience quand même assez intéressant que Kevin va nous présenter. Donc, sans transition, je lui passe la parole. Donc, Kevin, je te laisse partager ton écran. Oui, merci beaucoup. Alors, je partage mon écran le temps de basculer sur le PowerPoint que je vous ai préparé. Donc, ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est le retour d'expérience de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig par rapport à la réglementation qui a été présentée rapidement et puis les outils qui ont été présentés par Jules juste avant. Donc, la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig, c'est une communauté de communes située tout de suite à l'ouest de l'Eurométropole de Strasbourg, une communauté de communes composée de 18 communes et de 41 197 habitants au 1er janvier dernier.
La commune la plus importante du territoire en nombre d'habitants est Molsheim avec 9 478 habitants, une superficie de 160 km² et une densité d'habitants de 257 habitants par kilomètre carré. Voilà, ça c'est pour planter le profil du territoire pour que vous puissiez comprendre la problématique telle qu'elle se pose sur un territoire comme le nôtre. Notre communauté de communes, en termes de compétences, dispose depuis 2006 de la compétence système d'information géographique pour l'ensemble des communes. À ce titre, on accompagne les communes sur plusieurs sujets liés. On est 2 personnes au service SIG informatique. Par contre, la communauté de communes ne dispose pas du PLU intercommunal, elle ne dispose pas de la compétence voirie, ni de l'administration des ADS non plus. À ce titre, jamais une base adresse avait été développée à l'échelle de notre intercommunalité. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé face à cette situation sans avoir vraiment une base adresse ou un outil précis pour affronter la réglementation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? La problématique s'est posée chez nous sous plusieurs aspects. La première chose déjà, c'est qu'on a été informé de l'article 169 de la loi 3DS qui a bientôt 1 an, février 2022. Cette loi était passée inaperçue chez nous, peut-être chez vous également, mais elle était passée assez inaperçue et en fait, on en a été averti parce que on suit pour les communes le déploiement à l'éligibilité à la fibre optique qui est maintenant disponible sur notre territoire. Et les nouvelles adresses, les opérateurs de plus en plus, pour les nouvelles adresses, nous renvoyaient vers la base adresse locale en demandant à nos communes de créer leurs adresses sur la base adresse locale. Elles ne savaient pas de quoi il s'agissait, sont revenues vers nous. On a pris connaissance à ce moment-là de la loi 3DS et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que pour l'éligibilité à la fibre optique, il fallait aller vite et puis faire en sorte que tout aille pour le mieux. Et à côté de ça, il y a des organismes privés qui ont commencé à solliciter nos communes pour leur proposer de développer leur base adresse locale. Donc, on est rentré dans le sujet, on s'est interrogé sur la meilleure façon d'accompagner nos communes, puisqu'en tant que collectivité, c'est ce qu'on essaye de faire. La première chose, ça a consisté à informer nos communes sur la réglementation, la loi 3DS. On a rédigé notre réglementaire, on a présenté la démarche. Une sensibilisation a eu lieu pour les élus et pour les services avec une intervention de l'ANCT, donc. Et une communication aussi a été faite à ce sujet-là sur l'outil, en particulier l'outil Mes Adresses, qui vient d'être présenté par Jules à l'instant. Donc l'accompagnement de la communauté de communes, nous, c'est déjà pour l'acter, on a adhéré à la charte de la base adresse locale en tant qu'organisme d'accompagnement à but non lucratif. À ce titre, on n'est pas une collectivité qui allons développer une base adresse locale, on ne va pas publier les bases adresses locales pour nos communes. Par contre, on va les accompagner, on va être un interlocuteur privilégié, on va essayer d'être un interlocuteur pour les communes, faire remonter les informations, pour les opérateurs fibres aussi, quand ils ont des questions sur ce sujet, et aussi avec la NCT pour faire en sorte que tout le monde soit bien informé. À côté de ça, on s'adosse à l'expertise de la NCT, puisque la présentation, comme elle a été faite par Jules, est de qualité. On a accès à un outil qui est de qualité aussi, c'est l'outil Mes Adresses. On s'est posé la question, en rentrant dans le sujet, de se dire, on a un outil SIG, on a la possibilité de développer un outil pour permettre à chaque commune, sur notre SIG intercommunal, de développer ses propres adresses et ensuite d'utiliser une moulinette pour les intégrer à l'outil de la BAN. Mais on s'est rendu compte que l'outil était très simple d'utilisation, l'outil Mes Adresses. Certes long, puisqu'il faut certifier toutes les adresses, mais il est simple, il est pratique, et, comme vous avez pu le voir rapidement tout à l'heure. Donc, on s'est rangé derrière l'utilisation de cet outil pour notre territoire et on a sensibilisé les communes à l'utilisation de l'outil Mes Adresses. Donc voilà, les avantages, comme je le disais, c'est pour nos communes, déjà, c'est que l'adresse maintenant, tout est centralisé au centre d'une base adresse locale qui est unique et officielle, que ce soit pour les livraisons, que ce soit pour la poste, pour les secours, pour la fibre optique. C'est plein de sujets qui pouvaient polluer parfois les services de mairie. Donc aujourd'hui, c'est une seule base adresse dans laquelle il y aura toutes ces modifications qui pourront être apportées, administrées par la mairie en direct, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, et la remontée automatique. Voilà. Ensuite, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que quand
sollicitent les mairies, surtout les services des mairies en ce moment, en leur disant ben, il y a un travail supplémentaire à mener pour certifier les adresses. Même quand on voit l'intérêt de la démarche, ça rajoute un travail supplémentaire à des services qui sont déjà bien occupés. Donc au début, on sort un petit peu les rames, mais on finit par y arriver parce que la sensibilisation a permis d'avancer sur ces sujets. Et puis après, les difficultés, c'est aussi former, accompagner sur ces outils, rajouter un outil supplémentaire informatique pour ces sujets-là. C'est des difficultés qui ont été levées depuis, bien entendu. Les outils et le travail a été pris en main sur nos territoires. Donc, très rapidement, je ne vais pas le détailler puisque ça a été fait. Voilà les étapes de création. Donc, se connecter au site Internet pour créer sa base d'adresse locale, certifier sa base d'adresse et ensuite la tenir à jour puisqu'il y a la certification de chaque adresse actuelle, mais aussi la tenir à jour avec les nouvelles adresses qui pourraient être créées plus tard. Ensuite, la base adresse nationale. Sur notre territoire, nous avons 18 communes, donc, et on voit sur la capture, alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais on voit sur une capture qui recentre un petit peu notre territoire, qu'on a des communes qui ont des adresses en verte, donc c'est les adresses qui sont certifiées, donc elles remontent bien dans la base d'adresse nationale, certifiée par la commune. En gris, pour les communes qui ont publié leur base d'adresse locale, mais ces adresses-là en particulier ne sont pas certifiées. Et en orange, les communes qui n'ont pas encore publié leur base adresse locale. Ce travail est en cours, mais comme je disais, il fait un petit peu peur de prime abord. Donc, pour donner les chiffres, sur notre territoire, on a une commune qui a certifié 100% de ses adresses. Elle l'avait même fait avant que nous prenions en main ces sujets. Et ils l'ont fait en, allez, on va dire 2 semaines, 3 semaines, il y avait quelque chose comme 500 adresses. Et en utilisant 1 ou 2 heures par jour, elle a réussi, au niveau du secrétariat de mairie, à certifier l'ensemble des adresses de la commune. Ça a fait naître des vocations chez les communes voisines. Donc, il y a 3 communes qui ont commencé, qui sont bien avancées, avec des adresses qui apparaissent en vert et d'autres qui sont toujours en gris, mais qui vont être traitées dans les prochains temps. 5 communes qui ont commencé à créer une base adresse locale, mais elles ne sont pas encore publiées. Et 9 communes où rien n'a été fait encore, mais alors rien n'a été fait encore parce qu'il y a une situation d'attente, un interlocuteur a été identifié, il y a des échanges qui sont engagés avec nous, la communauté de communes, et il y a une participation à venir à un webinaire dont on parlait tout à l'heure, organisé par la LCT, pour que ces communes puissent appréhender la démarche et avoir une présentation spécifique de l'outil, en plus de tutoriels qui sont bien faits, des guides qui sont bien faits sur le site, qu'on trouve directement. Mais voilà, ce webinaire permettra de lancer la démarche pour les 9 communes à venir. Et nous, à la communauté de communes, on se tiendra à proximité d'eux pour les accompagner dans cette démarche. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Eh bien, merci. On va passer aux questions. Donc, la première des questions, c'est que la commune et le gouvernement, les outils de gouvernement auraient la bonne adresse, mais ce n'est pas le cas des outils de navigation, que ce soit Google Maps ou Waze ou GeoVélo, avec une différence qui est géométrique, c'est-à-dire que le point est mal situé, et aussi orthographe, où là, on a un tiret qui manque dans le nom de la rue. Et que faire face à ce problème? C'est peut-être plus une question pour Jules ou Olivier, je pense, que pour Kevin. Je ne sais pas, à part si Kevin, tu as des éléments à apporter sur cette problématique entre les communes et les adresses officielles et les adresses Google. Jusqu'ici, effectivement, on a encouragé les communes à corriger les adresses à chaque fois là où elles étaient, de se connecter à Google Maps, de se connecter à OpenStreetMap. On le faisait parfois pour elles, pour modifier les adresses directement. Sur Waze, on essayait de remonter les informations aussi. Mais ça faisait autant d'interlocuteurs qui avaient de bases adresses différentes. Et c'était compliqué. Et on ne corrigeait pas forcément l'ensemble des erreurs. Donc aujourd'hui, la base adresse locale, c'est pour ça qu'elle est parfaite pour nous. C'est que l'adresse n'est plus à corriger chez tout le monde, mais tout le monde va venir se servir dans une adresse qui sera propre et juste. Pour compléter ce que vient de dire Kevin, en effet, là, si chaque commune s'amuse à aller sur les interfaces de tous les acteurs de GPS, on ne répond plus au principe du dites-le nous une fois. Elle va passer du temps supplémentaire à renseigner tous ces acteurs.
On est en relation avec tous les acteurs du GPS. Alors, certains sont très, très réactifs et on dit spontanément qu'ils allaient se connecter à la BAN et mettre à jour, sourcer la BAN régulièrement pour alimenter leur propre référentiel. Je pense notamment à des acteurs comme TomTom, Mappy ou Here Technologies. Pour des acteurs comme Waze ou Google, qui sont souvent quand même cités par les citoyens ou les élus. C'est un peu plus complexe parce que sont des acteurs privés, leur terrain de jeu, c'est l'international, c'est pas uniquement la France. Donc la France n'est pas toujours leur priorité en matière de sourcing de données adresses. Et en tout cas, on essaie de les convaincre, alors à l'échelle de la France, bien entendu, mais également à l'échelle de l'Europe, pour qu'ils viennent sourcer les adresses auprès des bases de référence de chaque pays de l'Union. Merci. Une question sur la certification. Au niveau de la cartographie sur adressedata.gouv.fr, comment faut-il comprendre l'information sur la certification? S'agit-il du fait qu'une commune est reconnue officiellement comme contributrice, ou bien s'agit-il de la validation du travail réalisé sur le terrain ou non, en précisant que les adresses ont été réellement vérifiées? Alors ça, c'est peut-être un mot de répondre. Alors je vais retenter un partage d'écran. Donc en gros, sur la carte, on a, comme expliqué Kevin, on va avoir des points qui sont en vert, en gris et puis d'autres en rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que la certification, elle appartient à la commune. Donc c'est-à-dire que de toute façon, personne ne pourra vérifier, personne ne pourra avoir une donnée plus fiable que celle qui est produite par les communes. Finalement, c'est le constat qui a été aux prémices de la stratégie derrière la base adresse nationale. Et donc, en fait, la commune, une fois qu'elle a pris le temps et qu'elle a fait l'effort, du coup, de venir vérifier les adresses et qu'elle sait que c'est conforme à la réalité, la certification va permettre justement de mettre en valeur ce travail-là pour tous les réutilisateurs. Un réutilisateur, donc plutôt un utilisateur de la BAN, en un coup d'œil, il peut voir que la commune a bien finalement vérifié ses adresses et qu'il ne s'agit pas de l'assemblage qui comporte tous les problèmes qu'on connaît, donc les doublons, etc., les déficits d'adresse. Donc voilà. La certification, c'est vraiment en fait une manière de mettre en avant les adresses, le travail qui a été fait de la commune de fiabilisation. Et donc, vous verrez souvent une petite coche verte. Et si vous cliquez ici sur le nom d'une commune dans l'explorateur, ça vous permettra d'aller sur la page commune. Donc, c'est la page individuelle de la commune dans la BAN. Et où vous allez avoir également, du coup, l'état des adresses pour cette commune donnée. Et ça vous montre bien que d'une part, les adresses, elles sont publiées par la commune. Et d'autre part, elles ont été aussi certifiées. Voilà. J'espère que ça répond bien à la question. Merci. Alors, il y a encore quelques questions. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur l'identifiant unique en cours d'élaboration. Alors, qu'est-ce que c'est cet identifiant unique? Olivier, peut-être tu veux répondre ou je peux essayer? Pas de souci, ouais. Mais c'est juste que je me bats avec. Donc, en gros, si vous voulez, l'identifiant unique, c'est un champ. Donc, c'est un champ du format base adresse locale. Donc là, je vais dans la documentation. Donc, dans la base adresse locale, si vous voulez, il y a un champ qui est la clé d'interopérabilité, qui est un dispositif, on va dire, temporaire en attendant l'identifiant unique. Donc, c'est celui on a parlé avec le code Rivoli. Alors là, c'est un peu technique. Si jamais vous utilisez mes adresses, etc., vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est que la clé interop, etc. C'est vraiment pour ceux qui travaillent sur les fichiers BAL. Et du coup, l'identifiant unique, lui, permet d'avoir un identifiant qui permet de suivre dans le temps l'évolution des adresses. Donc en fait, les adresses comme données, finalement, c'est une donnée qui est vivante, qui évolue, et il n'est pas rare que des voies soient renommées, que des numéros, par exemple, soient déplacés, etc. Et donc si jamais vous êtes, on va dire, un opérateur de réseau et vous avez déployé des points d'accès réseau et qui sont associés à une adresse et que ça vous permet, par exemple, d'intervenir sur le terrain, si jamais il y a un changement d'adresse, mais que finalement l'endroit c'est toujours le même, et cet identifiant unique, il vous permet de savoir que même si c'est plus
je sais pas, avenue du Général de Gaulle, mais que ça a été renommé en allée du Général de Gaulle, par exemple, et ben que ce soit bien le même endroit, la même adresse, et ça, c'est l'identifiant unique qui vous le permet. Et donc, en fait, ça permet à tous les utilisateurs qui ont des grosses bases de données, je sais pas, on peut penser à GRDF, à Enedis, mais en fait aussi aux organisations publiques, ça leur permet de trouver une clé pour associer leur référentiel à la BAN, et que la BAN qui va être modifiée parce que c'est une donnée, on va dire, vivante, et bien qu'il y ait toujours cette permanence en fait d'association. Voilà. Après, moi, je suis pas technicien des identifiants uniques et c'est vraiment les développeurs de la BAN qui travaillent sur le sujet, donc j'ai pas beaucoup de détails techniques à vous donner. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de venir dans les événements, encore une fois. On a d'autres événements qui sont des adresses lab qui sont organisés par les développeurs de la BAN, du coup, et où ils rentrent dans les sujets techniques. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'avoir des retours sur les besoins terrain des utilisateurs et d'adapter au mieux l'identifiant unique. En tout cas, pour l'instant, c'est un projet. C'est des prototypes qui sont en cours et il n'y a rien qui est en production au jour où on parle. Voilà. J'ai mis le lien en réponse à la question qui pour s'inscrire enfin, sur cette page pour s'inscrire à l'événement Adresse Lab correspondant. Très bien, merci. Voilà, Étant donné qu'il est déjà midi, Eric, je propose qu'on arrête malheureusement très bien, les questions et qu'on conclue ce webinaire, sachant qu'on le voit bien, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de questions, il y a un grand intérêt sur la thématique. Donc, je pense que ce n'est qu'un début, au moins dans le cadre de Data Grand Test. Data Grand Test a la vocation de se faire tout d'abord le relais et de promouvoir ce qui se passe. On ne va pas créer quelque chose de nouveau puisqu'il y a plein de choses qui existent. Par contre, on est là pour faire le relais. Donc, voilà, vous avez des adresses pour contacter directement la NCT, la DINUM ou l'IGN sur vos questions via les sites adresse.data.gouv. Également sur Data Grand Test, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent intéressantes. Nous, on essaiera de se faire avant tout le relais des informations. Donc, je me tourne là plutôt aussi vers Olivier et Jules qui n'hésitent pas à nous solliciter pour qu'on puisse, auprès des adhérents de Data Grand Test, transmettre les informations utiles. Voilà. Et puis, si certains souhaitent que dans le cadre de Data Grand Test, il puisse y avoir de l'échange d'expériences entre acteurs du Grand Est qui travaillent sur le sujet, voilà. Et également, venez vers nous. N'hésitez pas à nous le dire. On pourra peut-être voir comment s'organiser pour essayer justement de mieux communiquer, de mieux informer les gens et que chacun puisse soit plus efficace finalement dans ce travail autour de l'adresse. Donc voilà, on a dépassé le temps de 2 minutes. Les questions auxquelles on n'a pas répondu, voilà, elles sont pas pour autant qu'on ne va pas apporter de réponse, on va y apporter une réponse. On reviendra directement vers les personnes qui ont posé les questions et on publiera également sur la page où on met les replays des webinaires, justement les questions-réponses de façon à ce que chacun puisse y retrouver ces informations. Il me reste à remercier déjà toutes les personnes qui ont participé à l'événement et puis surtout remercier les intervenants, Olivier, Jules, Kevin, Eric et notamment Bruno que j'avais cité également qui ont contribué à cette organisation. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, Olivier, Jules, Kevin ou Eric. Sinon, voilà. Alors, moi, j'aimerais bien dire un dernier mot. C'est voilà. bon, déjà, je prends votre invitation sur la communication. Donc, il y a le décret qui va sortir dans pas longtemps. Nous, on va communiquer sur le décret parce que ça va figer un petit peu voilà, quelles sont les obligations des communes, quelles sont les démarches, etc. Donc ça peut être intéressant à faire tourner comme info parce que du coup, il y a peut-être plein de gens qui vont se poser la question de l'adressage à ce moment-là. Et par ailleurs, voilà, moi, je suis disponible sur la région Grand Est. Là, par exemple, j'aurais peut-être faire un atelier avec Kevin. J'avais déjà fait une intervention à la CC de Molsheim-Mutzig et c'est possible de reproduire l'expérience dans d'autres collectivités. Voilà, donc si vous avez des élus, des agents de mairie qui sont motivés pour se lancer là-dedans, il ne faut pas hésiter. On a l'adresse mail, adresse@data.gouv.fr. Donc écrivez-nous là-dessus, voilà, pour qu'on organise quelque chose aussi en présentiel. Ça peut être pas mal aussi, ça rajoute un peu de contact humain. Donc voilà. Et on te retrouvera aussi, Jules, je pense, dans les journées territoriales Data Grand Est, puisqu'on a fait une journée sur la Marne où on a parlé de l'adresse. C'est un sujet qui était très intéressant. Donc je pense que dans les prochaines journées territoriales au niveau départemental,
il y a de fortes chances qu'on continue à parler d'adresse. Pas uniquement dans les journées départementales d'ailleurs, mais on en parlera à ce niveau-là notamment. Voilà, ben en tout cas, merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit et puis à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.